Donc je voudrais qu'on revienne un peu sur un des éléments pour justement retrouver une compétitivité par rapport au coût du travail. Oui. Je crois que vous êtes opposé d'ailleurs à Karine Berger sur le fait que, je dirais, elle ne partageait pas votre opinion par rapport à la CSG justement. Je crois que vous étiez un partisan justement de la CSG. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus? L'explication est toute simple. Elle est à la fois économique et sociale. Sociale d'abord. Moi, je suis très attaché au principe que les prestations contributives doivent être accompagnées de cotisations contributives et les prestations universelles de cotisations universelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune justification à ce que la politique familiale soit payée par des cotisations sociales, patronales, assises sur le travail. Parce que la politique familiale, ça profite à tout le monde. Et donc la politique familiale doit être financée par une ressource universelle. La ressource universelle, par excellence, c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu. Mais non, encore mieux que l'impôt sur le revenu, c'est la CSG. Parce que la CSG, c'est le véritable impôt sur le revenu. Il se perçoit au premier euro, sans abattement, sans niche, sur les revenus du travail, comme les revenus du capital, comme les revenus de substitution. Donc moi je suis simple et cohérent à dépenses universelles, ressources universelles. Voilà. Alors ça c'est l'argument social. L'argument économique, c'est que quel est l'impôt qui a l'assiette la plus large et le rendement le plus important et qui est en même temps le mieux accepté par la population, c'est la CSG. Vous savez que malheureusement, l'IRPP est très mal accepté, qu'il est truffé de niches, qu'il a abouti à des résultats aberrants, puisque en haut de la distribution, il cesse d'être progressif et il devient régressif, que cette maladie des niches, on n'a pas réussi à la corriger. Même le gouvernement actuel, qui avait la volonté d'enfermer les niches sous un quadruple cadenas, a dû céder aux différents lobbies, et des choses aussi aberrantes que que le Girardin industriel, qui est un non-sens absolu, a été maintenu. Donc, si vous voulez, je suis très à l'aise. Madame Karine Berger ne sait pas de quoi elle parle. À la fois économiquement et socialement, le bon impôt, c'est la CSG. À l'exclusion de tous les autres. Comment? À l'exclusion de tous les autres. Non, pas du tout. Moi, je suis un esprit très écuménique, et donc, quand il faut faire un choc d'offres, c'est-à-dire déplacer, comme l'avait dit Gallois, 30 à 50 milliards d'euros d'un seul coup, je ne suis pas stupide, je sais bien qu'on ne peut pas tout faire en CSG, parce qu'à ce moment-là, par exemple, ça a un effet sur les petites retraites qui est très négatif. Et comme je suis hostile aux abattements, aux niches, etc., parce que je veux garder la pureté et l'efficacité de cet excellent impôt, je suis tout à fait prêt à accepter un cocktail de mesures, un peu de CSG, un peu de TVA, un peu d'impôt écologique. Je suis très très ouvert, je suis beaucoup plus flexible. Par contre, je ne suis pas d'accord pour qu'on surimpose le travail, et je ne suis pas... Parce que tout simplement, nous sommes arrivés à une situation où le coût du travail complet chargé aujourd'hui en France est l'un des plus élevés parmi les pays développés, et le salaire net qui va dans la poche des salariés est nettement moins important que ce qui se fait dans les pays comparables. Donc ça veut dire simple, on a 8 à 10 points d'écart avec l'Allemagne qui s'explique, en termes de prélèvement, qui s'explique essentiellement par les cotisations sociales. Donc comme je ne veux pas remettre en cause le modèle social, ou en tout cas, ce n'est pas à moi, expert, de dire qu'on le remet en cause, c'est aux hommes politiques de décider, mais je me dis, dans le contexte actuel, avec les données actuelles, je considère que faire payer aux salariés, à travers les cotisations patronales, le financement de la politique familiale, non. Et je trouve beaucoup plus justifié. Je ne comprends d'ailleurs même pas qu'on en débatte. Vous voyez? Ça me semble tellement évident. C'est pour ça que je ne débat pas avec Karine Berger. Bonsoir, monsieur. Vous n'avez évoqué à aucun moment dans votre exposé la... il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées. Hein. C'est sûr, mais entre autres, à l'origine de cette crise, on nous a beaucoup parlé du rôle des marchés financiers, oui. En disant qu'il fallait absolument que ces marchés soient régulés. Et aujourd'hui,
j'ai pas le sentiment de savoir où on en est vraiment sur ce sujet et qu'est-ce qui nous dit que demain, ce qui s'est passé il y a 4 ans ne va pas recommencer. Alors d'abord, j'en ai parlé, puisque j'ai expliqué quel était le mécanisme qui faisait qu'une épargne sans risque chinoise se transformait en produit très spéculatif aux États-Unis. Et je vous ai dit qu'entre les deux, c'était l'industrie financière qui faisait cette conversion et que c'était elle qui nous avait mis dans le trou. J'en ai parlé également en parlant des efforts de régulation faits au niveau européen et notamment avec l'idée de la supervision unifiée sous la houlette de la Banque Centrale Européenne. Mais pour répondre maintenant directement à votre question, le problème est le suivant. Il y a deux attitudes possibles face à la finance. La première attitude, c'est de dire le système financier dans les pays développés est irréformable parce que la place prise par les institutions financières est telle que jamais un contrôleur, aussi efficace et compétent soit-il, ne pourra contrôler suffisamment l'action de ces banques dites systémiques. Et donc la solution, c'est la solution qui a été adoptée par les Américains après la crise de 29 et qui s'appelle le Glass-Steagall Act, qui a consisté à dire on casse les banques. Pour qu'une banque de dépôt ne soit jamais une banque d'affaires, ne fasse jamais de vente de produits financiers, ne fasse pas du brokerage, et pour qu'elle ne fasse pas non plus d'assurance, et pour qu'en même temps une banque de dépôt ne soit pas présente dans plus de 2 États à la fois. C'est ce qu'on appelle la logique de séparation et de segmentation. Et là, si vous voulez, avec le système du Glass-Steagall Act, les Américains ont vécu tranquilles pendant 70 ans. Il y avait bien sûr des petits accidents, mais ça n'avait pas de caractère systémique. Alors donc ça, c'est une solution radicale. Et moi, j'ai pensé à un moment, après la crise des subprimes, quelque part en 2009, qu'il était possible d'aller vers cette situation. Mais les hommes politiques aux États-Unis, en Angleterre et en Europe ont manqué de courage et ils ont laissé se fermer cette fenêtre. J'explique là ça longuement dans mon livre « La pensée, la crise ». Je montre comment les esprits étaient mûrs entre septembre 2008 et mars 2009. La finance était totalement déboussolée et tous les princes de la finance étaient par terre. Les Goldman Sachs, les JP Morgan, les Morgan Stanley, tout le monde était à terre. Et tout le monde a été sauvé par le gouvernement américain. Donc on aurait pu faire ça, on ne l'a pas fait. Et comme on ne l'a pas fait, on a décidé de réglementer finement l'activité des banques sans les casser. Et ça a abouti à ce qu'on appelle la loi Dodd-Frank aux États-Unis, qui fait plus de 1000 pages, qui est d'une complexité telle qu'elle est inapplicable. Alors que faire ? Eh bien, que faire ? Je crois que, comme d'habitude, on va adopter une voie intermédiaire. Et en France, par exemple, on va probablement avoir une loi qui va conduire à séparer, alors, comptablement, juridiquement, patrimonialement ou pas, les activités de banque d'affaires et de banque de dépôt. Et surtout, on va interdire aux banques de dépôt de faire 3 métiers qui sont considérés comme 3 métiers risqués. On leur interdira de faire ce qu'on appelle du prop trading, on leur interdira de faire du private equity et on leur interdira de faire du hedge fund. Bon. Parce qu'on estime que ces 3 activités sont des activités particulièrement risquées et tout ça, c'est ce qu'on appelle la Volcker Rule, puisque c'est un ancien patron de la Banque centrale américaine, Paul Volcker, qui a introduit ces clauses dans la loi Dodd-Frank aux États-Unis. Mais je ne suis pas très optimiste parce que c'est très difficile à mettre en place. Sans vouloir être très technicien, juste un mot, il est très difficile de distinguer la gestion pour compte propre, c'est le prop trading, de la gestion pour le compte de ses clients, c'est-à-dire le rôle de teneur de marché. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, c'est très difficile à faire, et plus vous voulez être précis, plus le cadre juridique est lourd,
et plus il est difficile à appliquer. Et puis surtout, moi ce que j'ai appris en économie quand j'étais petit, c'est que le contrôlé en sait toujours plus que le contrôleur. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence en économie. M. Cohen, comment expliquez-vous qu'on ait des taux d'intérêt aussi faibles aujourd'hui? On emprunte à 0 et quelques, alors qu'après avoir perdu le triple A, nous aurions dû peut-être des taux d'intérêt assez importants, alors que l'Italie, par exemple, emprunte à 6%, donc nous sommes, nous, à des taux très très faibles. Non, d'abord, vous confondez deux choses. Là, quand vous dites qu'on emprunte à des taux très 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 faibles, proche de 0%, ça c'est pour les très courtes maturités. Et l'explication des taux d'intérêt très faibles pour les très courtes maturités, c'est simplement l'abondance du financement monétaire de la Banque centrale. Vous savez que la Banque centrale a inondé de liquidités les marchés, et donc même l'Italie emprunte à des taux très très faibles sur les courtes maturités. Donc le vrai problème, la vraie différence entre l'Espagne, l'Italie et la France et l'Allemagne, c'est sur les longues maturités, c'est-à-dire sur 10 ans. Sur 10 ans, aujourd'hui, la France emprunte à 2,1%, l'Allemagne emprunte à 1,5%, l'Italie emprunte à 4,5% et l'Espagne emprunte à 5%. Mais il y a quelques mois, l'Espagne et l'Italie empruntaient à près de 7%. Alors pourquoi les taux d'intérêt à long terme ont baissé pour tous les pays européens et plus particulièrement pour la France? Alors l'explication est très simple, c'est que la Banque centrale européenne a mis en place un mécanisme dans lequel ces interventions ne sont plus, comme c'est son métier, des interventions sur le très court terme, parce que normalement une banque centrale fait du jour le jour ou du 15 jours. Là, avec la mécanique dite du LTRO qui a été mise en place par Draghi, les refinancements banque centrale sont à 3 ans. Donc si vous voulez, quand vous avez un refinancement en 3 ans, toute la courbe de maturité de 1 jour à 3 ans est totalement écrasée, et donc vous pouvez vous financer dans de très très bonnes conditions. Ensuite, maintenant, sur la différence entre la France et les pays d'Europe du Sud. Là aussi, la réponse est très simple. Aujourd'hui, quand vous achetez de la dette publique allemande, vous la payez 1,4, 1,5, c'est-à-dire moins que l'inflation. Par contre, quand vous achetez de la dette française, c'est à 2,1, 2,2, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation. Donc pour les investisseurs asiatiques, les investisseurs arabes, si vous voulez acheter de la dette euro qui ne vous coûte pas de l'argent, sans prendre le risque des pays du sud de l'Europe, vous êtes obligé d'acheter de la dette française. Tant que la France est crédible. D'où l'importance de ce que je vous ai dit pendant mon exposé. Si demain matin, pour une raison ou pour une autre, on venait à considérer que décidément les Français ne sont pas sérieux, les spreads se rouvriraient immédiatement. Donc là, nous sommes sous une conjonction astrale particulièrement favorable, avec d'un côté le LTRO de Draghi, et d'un autre côté le sérieux de la gestion macroéconomique française, qui jusqu'à présent inspire confiance au marché. Peut-être une reprise de l'inflation, certains économistes évoquent. Non, c'est pas un problème, parce que, si vous voulez... Mais est-ce que c'est une solution pour écraser un peu la dette des États? Ah ben non, oui mais attendez, pour que ce soit une solution, il faudrait qu'on ait les moyens de fabriquer de l'inflation. Comment la France pourrait fabriquer de l'inflation? Vous pouvez m'expliquer? La France n'a plus la maîtrise de sa politique monétaire. La politique monétaire, j'allais dire, est faite par la Bundesbank, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Donc il n'y a aucune hypothèse dans laquelle la Banque Centrale Européenne, parce que ça, alors ce serait pour le coup un motif de rupture immédiat avec l'Allemagne. L'Allemagne n'acceptera jamais que la Banque Centrale Européenne fasse une politique inflationniste. L'objectif central de la Banque Centrale Européenne, c'est le plus proche possible en dessous de 2%. C'est le talisman, comme dirait Jean-Claude Trichet. Pour revenir à l'Europe, est-ce que vous ne pensez pas à une hypothèse supplémentaire qui consisterait à une scission de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud? Ça n'a aucun intérêt. Parce que vous pouvez me dire quel est l'intérêt pour la France de se retrouver en compagnie de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la Grèce?
Et à l'inverse, quel sens y aurait-il à une Europe du Sud sans la France si la France est dans l'Europe du Nord? Quel intérêt y aurait-il pour la France à accepter la montée au ciel du marque euro auquel nous serions accrochés compte tenu de l'état détestable de notre compétitivité déjà? Et avec 2 euros? Et non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne me suis pas fait comprendre, je recommence. Si la zone euro éclate en 2 zones, l'euro nord et l'euro sud, où mettez-vous la France? Si vous mettez la France dans l'euro sud, la France n'a aucun intérêt. Elle se retrouve avec la Grèce, le Portugal, etc. Bon, donc la France n'a aucun intérêt à aller avec l'euro sud, parce que ça voudrait dire juste que c'est elle qui va venir aider pire qu'elle. Bon. Maintenant, si elle se met avec l'euro nord, à ce moment-là, l'euro nord va se réévaluer très rapidement. Donc, la France serait dans une situation où sa compétitivité est très dégradée et où l'euro se réévalue. C'est totalement absurde pour la France. Donc, elle ne le fera pas. Donc, c'est absurde. Une question. On est dans une période de décroissance. On vise à une stabilisation. Et je ne vois pas arriver, poindre à l'horizon la croissance qui sera malgré tout le seul moyen de régénérer du développement. Ah, écoutez, cher monsieur, j'ai pourtant commencé par ça. Je vous ai dit toutes les promesses formidables la de Chine, l'économie etc. mondiale, les pays émergents. Oui, mais là, je ne vois pas trop ça pour la France, vous voyez. L'Afrique est en train de croître à 5,5%. Oui. L'Amérique latine croît fortement. Oui, c'est ça, d'accord. Mais à quel Il y a un terme? potentiel énorme. Monsieur Cohen. L'économie mondiale croît à 3,3%. Monsieur Cohen, à quel terme? C'est maintenant. Qu'est-ce que je vous raconte 2000. Mais non, tout ça, c'est maintenant. Oui, aujourd'hui. Mais attendez, je vais vous donner les chiffres. Je n'ai pas sorti mon exposé du tout, mais maintenant je vais vous donner les chiffres. Non, ma question en fait est Oui. simple. Elle est à partir de quand on peut espérer retrouver de la croissance en France? Ah, en France? Oui. Ah, chez nous? Oui, parce que le thème c'est la France. Et la France, mais ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais alors j'ai complètement échoué, c'est que la France seule, ça n'existe pas. Oui, d'accord, mais malgré tout, on est Ah non, 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 ça n'existe pas. Mais j'ai bien compris le La contexte France international, mondial, Non, européen. mais alors je vais le redire. Je vais le redire en anglais ou en chinois, si vous préférez, ou En anglais, arabe ou en peut-être. hébreu. Mais la question que vous posez, je vais le dire autrement. Les marges de manœuvre d'un gouvernement français pour stimuler la croissance sont nulles. Quelle perspective. Comment? Quelle belle perspective. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, la politique monétaire ne relève plus du pouvoir du gouvernement français. Un. Deuxièmement, la politique budgétaire est formellement du pouvoir du gouvernement français, mais elle est strictement encadrée au niveau européen. Troisièmement, les équilibres commerciaux de la France sont structurellement déterminés par la demande adressée à la France, qui est elle-même fonction de la conjoncture internationale, et par les faiblesses structurelles de la France qui ne peuvent se corriger que sur la moyenne période. Je suis obligé de refaire tout mon exposé, là. Donc il faut qu'on arrête, là. Monsieur Cohen, juste une question. D'abord, vous avez fait une analyse critique très objective. D'une part, vous avez terminé sur une note d'espoir, bien que vous nous remettez dans le pessimisme. Mais c'est clair que la France n'est pas toute seule dans l'Europe. Alors, vous avez parlé un peu du MES, avec des 700 milliards qui ont été remis pour la dette souveraine. Et vous avez parlé de Mario Draghi, on aurait pu parler de Mario Monti, tous ces gens-là, c'est Goldman Sachs. Et on parle donc de tous les risques avec cette banque. Non, alors moi, figurez-vous, je ne crois pas du tout à ça. J'ai vu un très mauvais film qui est passé sur Arte, qui essayait de nous expliquer que le monde politique européen était contrôlé par Goldman Sachs. Pour moi, c'est de la fumisterie intégrale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez ce reportage, quel est cet homme considérable qui contrôle la France pour le compte de Goldman Sachs? C'est M. Charles de Croisset. Vous connaissez Charles de Croisset? Moi, je le connais. C'est un être adorable, plein d'humour, de finesse, de distinction. Il a été patron du CCF. Être patron du CCF, je ne crois pas que ce soit un poste très stratégique. En quoi M. Charles de Croisset contrôle-t-il la politique macroéconomique du pays? En quoi détermine-t-il les orientations budgétaires et fiscales?
En quoi est-il l'ombre portée de Goldman Sachs? Je crois malheureusement que l'explication est beaucoup plus simple. Monsieur Charles de Croisset, qui a été un brillant haut fonctionnaire français, puis qui a été un banquier, il n'a pas voulu prendre la retraite tout de suite, et donc il a accepté un petit job qui consiste pour Goldman Sachs à avoir en France quelqu'un qui peut prendre des rendez-vous, ouvrir des portes, favoriser des transactions. Pour moi, c'est rien de plus que ça. Même chose pour Mario Draghi. Mario Draghi, que je connais bien, je l'ai connu dans une vie antérieure, avant qu'il soit... Je l'ai connu quand il a été patron du Trésor italien, puis patron de la Banque centrale italienne, puis il est allé aux États-Unis, c'est là que je l'ai rencontré, où il a fait des cours, où il s'est formé, et puis comme il avait besoin d'un peu d'argent de poche également, Goldman Sachs l'a rémunéré pour qu'il fasse du door opening en Italie. Est-ce que M. Mario Draghi a eu une quelconque influence sur M. Berlusconi? Est-ce qu'il a eu une quelconque influence sur la politique qui a été menée en Italie? Tout ça, c'est les théories du complot, et je suis atterré quand je vois que cette émission a été le meilleur succès d'audience d'Arte, alors que c'était une émission très médiocre. Excusez-moi. Alors, très bonne question. Sur la Grèce, là, Goldman Sachs est intervenu directement, puisque Goldman Sachs a participé à une opération qui a consisté à convertir de la dette en opération de change. Et en faisant cette opération, Goldman Sachs a réussi à dissimuler 2 milliards de dettes grecques. Vous savez quels sont les chiffres de la dette grecque? C'est même pas epsilon. Donc c'est anecdotique. Mais c'est très répréhensible. Mais c'est anecdotique. Dernière question. Oui, je pense qu'on a en France un grand problème et on a surtout un grand cancer qui est la bureaucratie. Bureaucratie française qui s'est transplantée au niveau européen. Et tout ce qu'on fait, toutes les initiatives qu'on peut avoir, c'est d'une difficulté extrême. Et ça ne va pas dans le bon sens. On a une hypertrophie étatique qui condamne nos initiatives et qui fait que ce pays est en train de s'asphyxier. Alors vous avez raison, je crois qu'on a effectivement un pays qui est suradministré. Alors, comme il faut finir sur une note d'optimisme, je crois que la bonne nouvelle, c'est que la contrainte financière qui va s'aggraver à l'avenir va nous conduire à faire des choses. Et moi, j'observe ce qui se passe sur l'évolution du millefeuille territorial, en particulier. Et je vois, par exemple, ce qui est en train de se passer en Alsace, et je crois que c'est un modèle qu'il va falloir méditer rapidement. L'Alsace a décidé de fusionner la région, les 2 départements, et elle a décidé également de fusionner beaucoup des comités de développement territoriaux. Et par exemple, j'ai appris comme ça récemment qu'ils avaient 6 comités de développement alsaciens. Ils vont en faire un seul, qui donc va avoir plus de poids, qui va être rationalisé, restructuré, qui sera plus efficace. Il va y avoir une seule collectivité territoriale. Ils vont améliorer leur efficacité collective. Je crois que c'est vraiment l'avenir. Ma vision de l'avenir, c'est qu'en fait, à terme, il ne devrait y avoir que 2 grandes collectivités pivots. C'est l'agglomération et la région. Tout le reste devra s'étioler. Alors, pas disparaître, parce qu'on ne fait rien disparaître, c'est ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, pour les chambres de commerce. Mais il faudra trouver des formules qui videront de leur substance un certain nombre d'organismes pour n'avoir à terme que ces 2 pôles-là. Et juste, la bonne nouvelle, c'est qu'en Italie, Mario Monti, ça n'a rien à voir avec Goldman Sachs, a décidé par décret, la semaine dernière, de diviser par 2 le nombre des provinces. Alors on n'ira pas si loin, nous, parce que nous, quand même, il faudra mettre en place des comités Théodule, etc. Mais bon. Je rêve que le politique passe obligation à ceux qui génèrent les textes, dans la genèse d'un texte, qu'ils y associent des professionnels de terrain. Et on gagnera beaucoup, beaucoup de temps. Bien, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Hussard, je voudrais poser une dernière question. Oui, si vous voulez, c'est la dernière. Elle est très rapide. J'ai pas eu le temps d'étudier ce matin entre les propositions, ce qui a été proposé par le gouvernement ce matin et ce soir, votre intervention. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement
les propositions du gouvernement de ce matin en tant qu'entrepreneur. Comment elles vont améliorer ma compétitivité? C'est très simple. Ce que le gouvernement a décidé, c'est de créer ce qu'il appelle un crédit d'impôt investissement. Un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui serait calculé de la manière suivante. Il serait calculé sur la base, dans la masse salariale, des salaires entre 1 et 2,5 SMIC. Donc sur la masse salariale comprise entre 1 et 2,5 SMIC, il ferait un abattement de 6%. Et cet abattement sera réalisé sous forme de crédit d'impôt au moment donc où vous ferez votre déclaration d'impôt sur les revenus 2013. Et donc vous pourrez encaisser soit sous forme de minoration d'impôt si vous êtes imposé, soit sous forme de chèque, le produit de ce crédit d'impôt qui vous sera donc délivré en 2014 sur la base des revenus de 2013. Alors la seule question importante, comme je le disais avant que vous arriviez, c'est de savoir si ça sera automatique ou si ça sera conditionnel, si ça sera une conditionnalité soft ou une conditionnalité lourde. Et je crois que cette question ne sera véritablement tranchée que quand le texte sera au Parlement. Je crois comprendre que le gouvernement veut qu'il y ait la conditionnalité la plus légère possible, puisque ce qu'il a dit ce matin, c'est qu'il voulait juste que le comité d'entreprise soit informé des effets de cette espèce d'amélioration mécanique de la marge de l'entreprise pour savoir ce qui a été fait de cette marge nouvelle. Donc, jusqu'à présent, le gouvernement parle d'information. Ce que je crains, c'est que lorsque le texte ira au Parlement, certains députés veuillent durcir la conditionnalité, et dans ce cas, on risque de se retrouver dans ces mécanismes que vous dénonciez, où il faudra produire des pièces à l'administration fiscale pour mériter ce crédit d'impôt. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur Cohen. On a essayé de vous suivre le mieux possible, on n'a pas tout compris, la preuve avec les questions, oui. Mais on vous invitera dans 10 ans pour faire le point. Merci encore, et puis on se retrouve en bas pour partager un petit buffet.